15h, merci d'être avec nous sur BFM Business. On est ensemble pour vivre cette nouvelle séance boursière pour entamer cette semaine dans la nouvelle ère de l'administration de Donald Trump. On attend d'ailleurs cet après-midi pour nous en France, ce sera fin de matinée à New York, les premières signatures des executive orders, les ordonnances, les décrets qui vont être pris par Donald Trump, focalisés en grande partie quand même sur la remise en cause de vastes accords de libre-échange. On pense au traité de l'ALENA qui régit les relations commerciales entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, et puis le traité transpacifique également qui vient pourtant d'être signé par 12 pays dont les États-Unis, mais Donald Trump ne veut pas ratifier ce traité de libre-échange. On va évidemment très largement y revenir. Ce sera un des gros morceaux de l'actualité aujourd'hui pour les marchés, les investisseurs et pour les prochains jours. Quelles seront les premières mesures et les premières décisions prises par Donald Trump et son administration? Le marché pour l'instant reste en suspens, pas de mouvement particulier, toujours un petit sentiment d'aversion au risque. On prend peut-être des profits également sur certains secteurs. Le dollar s'affaiblit, les taux qui ne font pas grand-chose et même qui reculent légèrement cet après-midi. Le secteur bancaire également qui pèse un petit peu. On va parler de tout cela avec nos invités. Jean-François Bay qui nous accompagne pour cette première demi-heure, directeur général de Morningstar. Bonjour Jean-François. Bonjour Grégoire. Et puis en duplex depuis Paris et New York, à Paris, à la Bourse de Paris. C'est Antoine Larigauderie qu'on va retrouver dans un instant pour commenter et analyser cette séance européenne. Et puis à New York, avant l'ouverture, Grégory Volokin qui est évidemment en duplex avec nous comme chaque après-midi, le président de Mescart Financial Services. Jean-François, ça y est, on rentre de plein pied dans l'administration Trump. Le week-end a déjà été chargé, on va dire, en réaction suite à l'investiture de Donald Trump. Il s'attaque aux médias, à la manière dont les médias ont reporté notamment le monde et la foule des spectateurs et téléspectateurs d'ailleurs qui ont assisté à cette cérémonie d'investiture. Et puis maintenant, on va rentrer dans le dur des premiers décrets et des premières ordonnances. Oui, c'est ça. On a eu une semaine assez chargée la semaine dernière d'un point de vue politique, avec le Brexit, Theresa May, Trump, l'investiture. Il est aux manettes et donc on regarde un petit peu ce que nous disent les marchés financiers. Les marchés financiers, comment ils ont interprété. Assez calme sur les marchés actions. Il n'y a pas eu trop de mouvements, même sur le CAC 40. Ça reste proche de zéro, donc pas d'inquiétude sur les actions pour l'instant. Ça a bougé sur l'or qui passe au-dessus de $1 200. Donc on dit tiens, une petite inquiétude, des valeurs refuges. Ça monte sur les taux d'intérêt longs aux États-Unis la semaine dernière. Donc on se dit c'est pas vraiment des valeurs refuges, c'est peut-être la Fed, c'est pas forcément l'effet Trump qui est derrière la hausse des taux. Et puis finalement le dollar qui baisse. Donc on se dit c'est pas en fait la Fed, c'est plutôt des puissances étrangères qui sont en train de vendre des goodies et qui font en même temps la dette américaine et qui font en même temps baisser le dollar. Donc on se dit, on pense tout de suite automatiquement à la Chine. La Chine, les réserves de change, c'est quand même un des premiers créanciers avec le Japon. Et donc on se dit voilà, la relation USA-Chine, la relation internationale va être au cœur des marchés ces prochaines semaines. Et on a aussi un sentiment qu'il y a une sorte d'inversion des rôles. C'est-à-dire que les États-Unis mettent en avant le protectionnisme, la Chine met en avant le libre-échangisme. Donc c'est un peu nouveau, les bras nous en tombent. Le monde renversé. La mondialisation contre la démondialisation côté Trump, la relation avec les médias aussi, parce que la Chine a fortement préparé sa relation à Davos, sa communication, je veux dire, avec les médias. Au contraire, Trump est plutôt agressif vis-à-vis des médias. La relation avec tout le thème un peu des libertés, des droits de l'homme, des droits des femmes, la protection des diversités, qui est les États-Unis sont un peu inquiets, une sorte de fracture sociale aux États-Unis, je dis pas c'est pas des manifestations à la chinoise, mais en tout cas il y a une sorte d'inquiétude de ce côté-là de la population américaine et donc par ricochet de la population occidentale en disant qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Donc un protectionnisme en tout cas qui touche et qui inquiète les marchés financiers. Il n'y a pas tellement de nouvelles du côté économique, microéconomique. On est un peu sur notre fin, sur l'infrastructure, sur les politiques fiscales, des entreprises. Des pour l'instant, c'est pas là où on a des pistes concrètes et détaillées, on va dire, de la part de Donald Trump et de son administration. C'est pas sur ces sujets-là. Et relance qui étaient pourtant les sujets clés, on va dire, peut-être pour les marchés, les investisseurs, donc, dans un premier temps. Exactement. Donc du coup, c'est plutôt les inquiétudes autour du protectionnisme. Bon, et les marchés qui restent très très hésitants depuis plusieurs semaines maintenant. Depuis le début de l'année, on peut le dire. Jean-François Bay, vous êtes toujours avec nous, directeur général de
Morningstar. Est-ce qu'on vend d'ailleurs un peu la nouvelle Trump? Il y a eu cet effet Trump, ce rallye de fin d'année qui a été accéléré par l'élection de Donald Trump. Est-ce qu'on vend simplement la nouvelle ou est-ce que c'est un peu plus que ça? Est-ce qu'on commence à s'inquiéter de voir un Donald Trump qui ne serait pas au rendez-vous des promesses et surtout de celles que le marché a achetées, notamment en termes par exemple de fiscalité ou de plan de relance pour l'économie américaine? Ouais, je pense qu'il y a deux inquiétudes qui finalement arrivent plus tôt que prévu. D'une part sur les mesures de Trump, mesures économiques qui tardent à arriver, parce que Grégory Volokin a tout à fait raison de dire il est aux manettes, mais encore ça prend du temps, et donc le temps que ce soit mis en place et que ça ait des effets, ça va prendre plus de temps que prévu. Et donc comme les marchés avaient acheté la rumeur, ils se retrouvent aujourd'hui avec une déception. Les marchés ont beaucoup monté, on avait parlé la semaine dernière en disant il est temps de prendre ses bénéfices et dans des marchés justement un peu des étapes charnières comme ça, des périodes charnières, on peut se mettre un petit peu à l'abri. Et la deuxième chose, c'est les effets internationaux. Je disais tout à l'heure, inquiétude de la Chine revient plus vite que prévu. Je rappelle que la Chine, c'est à peu près 300 milliards. Enfin, globalement, la Société Générale considère que c'est 300 milliards de dollars de ventes sur le deuxième semestre 2016 d'emprunts d'État américains et qu'on va encore avoir à peu près le même type de vente sur le début de 2017. Et donc, il y a une pression forte, on le voit bien, sur le dollar, sur des taux américains qui sont plutôt à la hausse, et donc des inquiétudes en disant le premier maillon faible dans cette guerre d'échange, c'est la Chine qui sera j'allais dire, c'est les deux pays qui ont le plus profité de la mondialisation. Ouais. On fait un peu le film et on regarde. C'est la Chine, c'est l'Allemagne. Donc, la Chine va être en première ligne. Ensuite, comme le dollar a tendance à baisser, c'est l'euro, le Japon, puisque ce sont deux zones d'inquiétude, enfin, l'Allemagne en particulier, qui veulent exporter. Donc il y a un point de fragilité, de fragilisation sur l'Allemagne et l'Europe en particulier. Et donc, en plus, avec une négociation qui est plutôt dans le bilatéral, des accords bilatéraux, plutôt que des accords régionaux. Donc, c'est la fin du transatlantique, la fin du transpacifique, la fin de l'ALENA, donc nord, sud, est, ouest. Et donc, finalement, on divise pour mieux régner. On revient à un patchwork qui fait que on retrouve une certaine divergence pays par pays. Et donc, ça sera intéressant de voir les spécialistes de taux, mais il va recevoir UK, Theresa May, il va peut-être négocier en bilatéral avec l'Allemagne, et donc on retrouve un peu cette divergence. La France d'ailleurs se sort pas très très bien, peut-être pour des raisons politiques, peut-être pour des raisons internationales. On voit les taux français plus monter que ses petits copains aux alentours, la Belgique, etc. Donc ça montre bien qu'il va falloir intégrer ça dans les marchés. De ce que je comprends, on a assez immédiatement le mauvais côté du programme de Donald Trump. Parce que l'argument quand même des marchés, des investisseurs ces derniers temps, c'était de dire oui, il y a la partie protectionniste, mais ce qui va être le plus facile à mettre en place pour Donald Trump, qui a une majorité au Congrès, c'est les questions de fiscalité, la baisse d'imposition des entreprises, et ça a un impact mécanique positif bien sûr sur les bénéfices par action des entreprises américaines. Donc on achète les actions américaines, donc on fait monter Wall Street sur cet aspect-là du programme de Donald Trump, très domestique. Là il nous en parle pas du tout pour l'instant, c'est quand même une surprise d'avoir cette espèce d'agenda inversé. Enfin en tout cas c'est parce que les marchés attendent. Dans l'immédiat, vous avez tout à fait raison, les marchés sont en train de déchanter. Un, il y a eu cet effet aubaine, j'ai acheté la rumeur, donc de spéculation. Deux, on se rend compte qu'à plus long terme, ça va avoir des effets. Donald Trump dit de manière assez humoristique, il est temps de passer à l'action. Je ne sais pas s'il faut passer à l'action ou aux actions ou aux taux ou aux devises, mais en tout cas, c'est peut-être au contraire le moment de s'alléger un petit peu sur les actions américaines, vu en fait cet environnement qui est en train de s'être mis en place, vu le fait que le retard en fait de la politique intérieure, la politique budgétaire, et vu les niveaux de valorisation sur les marchés américains. Donc c'est pas forcément un signal de krach ou de grand renversement, mais petit à petit les marchés sont en train de déchanter. C'est quelque chose qu'il faut intégrer. Oui, surveiller, même si évidemment les marchés ne vont pas non plus juger Donald Trump sur ses 24-48 premières heures. Il y aura peut-être d'autres décisions, d'autres annonces, mais c'est vrai que dans l'idée des marchés, c'était quand même sur la fiscalité et sur la relance
pense que Donald Trump était attendu dans un premier temps beaucoup plus que peut-être sur les aspects protectionnistes immédiats, en tout cas, ou la remise en cause de traités de libre-échange. Oui, puis il y a, je pense, 3 thèmes qu'il faut mettre en avant en ce moment, qu'il faut vite ressortir. C'est d'une part la volatilité. Ouais. C'est-à-dire que la volatilité a été très très faible en ce début d'année. Sur le S&P 500, on est à 11-12, sur le CAC autour de 14. Et on sait qu'historiquement, l'année dernière, on était plutôt jusqu'à des 30-31. Donc on changerait de range. Je pense que c'est intéressant en tant qu'investisseur de dire, tiens, le paysage... Si ça se passe pas comme prévu... Voilà. Peut-être que c'est intéressant d'avoir un peu ces produits qui sont indexés sur la volatilité des marchés. Une certaine asymétrie. Et donc, c'est peut-être pas forcément une baisse forte des actions et un crack, mais en tout cas une certaine protection si jamais ça se passe mal. Il y a des ETF, il y a des fonds qui sont vendus et qui sont acheteurs de volatilité. Je pense que c'est un actif, une composante technique qui est particulièrement pas chère. Le deuxième, c'est M&A. Il y a des opérations M&A, si on regarde l'Europe, qui sont relativement immunes, qui sont un petit peu market neutral en dehors des directions de marché et qui peuvent être jouées. On voit que ça se précipite un peu sur l'Europe, c'est pas neutre. Il y a un troisième thème qu'il faut regarder, c'est la partie un peu macro. On va avoir beaucoup de nouvelles cette semaine sur l'aspect macro et voir justement si c'est plutôt toujours l'Europe qui sort des nouvelles plutôt positives. On va avoir des PMI services manufacturiers. On les attend sur le consensus un peu supérieur. Et donc, est-ce que ce momentum est toujours positif en zone euro? Et inversement, est-ce qu'il y a quelques déceptions sur les États-Unis? On attend par exemple vendredi un PIB T4, donc quatrième trimestre. Le dernier, c'était 3,5. Le consensus l'attend à 2,1. Donc, il faut regarder le niveau de déception aussi de la macroéconomie et à la fois aux États-Unis et en Europe. Et les PMI, les grandes enquêtes d'activité effectivement qui seront publiées demain, première estimation, donc on aura les premières tendances d'activité pour le secteur privé, manufacturier, services, en Europe notamment, demain pour le mois de janvier. Et après, oui, toutes les enquêtes de climat, effectivement, pays par pays, on aura des enquêtes de climat également du côté de la France. Les questions d'inflation également qui sont toujours surveillées de près, puisque la Bundesbank aujourd'hui qu'on pourrait avoir un bon 2% d'inflation en Allemagne pour commencer l'année au mois de janvier. Donc évidemment, ça va faire tilt dans la tête de certains investisseurs peut-être au moment où la BCE pour l'instant maintient son positionnement en matière de stimulus monétaire. On va en parler justement avec Geoffroy Lenoir qui est avec nous par téléphone, responsable des taux souverains euros chez Aviva Investors. Bonjour Geoffroy. Oui, bonjour. Bon, beaucoup de sujets dans tout ce qu'on est en train de discuter avec Jean-François Bay qui est en plateau avec nous. Juste un mot du point de vue du marché obligataire, alors européen et puis peut-être plus globalement, mais est-ce que en appréciation, on reste sur l'élection française, entre les investisseurs non résidents, allez, on va dire les investisseurs anglo-saxons pour être assez simple, et puis les investisseurs domestiques, les investisseurs français, européens, qui ont une vision peut-être plus complète, on va dire, de l'échiquier politique ou des échiquiers politiques qu'on peut avoir en Europe. C'est vrai, ça ouais. Les investisseurs étrangers, anglo-saxons, surestiment peut-être le risque de surprise d'une Marine Le Pen qui l'emporterait au second tour de la présidentielle française. Oui, je vais vous donner un exemple. Ouais. C'est le fait qu'ils sous-estiment l'élection à 2 tours en France, par exemple. C'est-à-dire qu'on met en avant Marine Le Pen et on est un petit peu dans un échiquier américain primaire, et donc j'ai 2 candidats forts. En fait, on oublie qu'il y a d'abord un premier tour avec 2 candidats, et que donc il y a un genre de report républicain qui fait que même si un candidat de l'extrême droite ou un peu extrême, on a quand même le sursaut républicain qui fait que donc on... Et le côté de ceux qui vous disent oui mais regardez Brexit, regardez Trump, personne l'a vu venir, à chaque fois ça a été la surprise comme ça sortie du chapeau. Chaque cas est quand même différent, enfin chaque échéance, chaque événement est spécifique, donc avec une logique et une historique spécifique. En Europe il y a aussi peut-être des événements type terrorisme, migrants qui peuvent influencer au dernier moment, ce qui fait que jusqu'au dernier moment on a un petit peu peur de ça. Pour peut-être revenir un mot sur les taux d'intérêt. On le voit bien, c'est un moment très important. Ce qui peut influencer, ce qui inquiète les marchés, c'est pas tellement la politique de Trump ou les chiffres macro en ce moment aux États-Unis et en Europe. C'est, je le disais tout à l'heure, la Chine. La baisse du dollar, la vente de la Chine qui est un petit peu un animal un peu malade en ce moment et qui essaye par tous les moyens de se ressentir. Je voudrais prendre la déclaration de Larry Fink de BlackRock, qui est le patron de BlackRock, qui disait... Le plus gros gestionnaire d'actifs au monde. 4 000 milliards de dollars. Voilà. Donc ça
ça calme. Ça pèse. Nous devons au contraire soigner nos relations avec nos créanciers, le Japon, la Chine en tête, puisque c'est 1000 milliards. Donc contrairement à ce que pense Trump, il faut faire attention à ça. Et si vous ajoutez les mesures Trump, l'inflation, la Fed et cette politique de la Chine, on a devant nous un petit peu un cocktail détonnant sur des taux d'intérêt. Il y a pas mal de raisons de vendre, on va dire. C'est ça, ces taux d'intérêt, enfin cette dette américaine, même si aujourd'hui on va pas rentrer dans le détail, mais voilà, selon les mesures qu'on peut avoir des marchés futurs aux États-Unis, on a quand même un grand écart entre le positionnement des hedge funds, par exemple, donc la hot money, la monnaie un peu spéculative, et puis le positionnement des asset managers, des investisseurs plus fondamentaux, de l'argent réel comme on l'appelle. Et là, il y a quand même un grand écart de positionnement pour savoir s'il faut acheter ou vendre la dette américaine sur ces niveaux-là, mais c'est aussi ce qui fait un marché, d'avoir des acheteurs et des vendeurs. Geoffroy, un dernier mot là, dans le contexte actuel.